Bonsoir à tous, bienvenue à Horizon Sport, ravi de vous retrouver sur Equinox Télévision. Le bodybuilding camerounais brille à l'international avec Arsène Djomo Nankap qui a récemment été sacré champion de France, ce qui lui donne l'admission de faire la compétition désormais sur le continent européen, un sport qui se porte très mal au Cameroun, comme la plupart des disciplines sportives d'ailleurs, mais nos athlètes sont obligés parfois d'aller chercher fortune ailleurs et là-bas, ils démontrent tout leur talent et le potentiel qu'ils peuvent renfermer. Puis pour ce qui est du football, samedi c'est la 11e journée du championnat Elite One avec le match choc Union de Douala, Bamboutos de Bouddha, une rencontre à suivre, tout comme d'autres matchs qui sont au programme de cette 11e journée du championnat Elite One. En Elite 2, Dynamo de Douala a profité de la 7e journée du championnat pour enregistrer enfin sa première victoire en championnat. Pendant ce même moment, les U15 du Cameroun sont malmenés au tournoi de Montaigu, d'abord battus lors de leur premier match 8 buts contre 1 par le Brésil. Jeudi, les U15 camerounais ont été battus 2-0 par l'Angleterre, ce qui relève notamment la qualité de la formation au niveau de ces catégories au Cameroun. On en parlera justement sur ce plateau ce soir avec un formateur très connu des milieux de football au Cameroun. Et nous reviendrons également sur cette actualité autour notamment du handball sur le plateau de Horizon Sport. Ce soir, d'abord place à nos invités. Parfil King, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, c'est un réel plaisir d'être invité ce soir et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête de Pâques à toutes les populations qui nous écoutent. Je rappelle que vous êtes, en plus d'être entraîneur de football, vous êtes éducateur, vous êtes directeur du parcours Vita de Douala et en ce moment, vous êtes dans l'organisation d'une compétition, d'un tournoi pour les jeunes qui se disputent du côté du petit terrain de Bonamoussadi. L'idée, c'est quoi? C'est de permettre à ces jeunes qui sont formés dans des centres de pouvoir avoir une compétition en l'absence d'un championnat de leur catégorie. Oui, en fait, comme vous le dites, promoteur de Cameroun Football Dream, nous nous occupons depuis des lustres à faire tout pour que ces jeunes de moins de 13, moins de 15, moins de 17 ans ne vadrouillent pas comme l'administration vadrouille à ce moment. Donc, depuis 5 ans, oui, parce que c'est la 6e édition, nous continuons à les regrouper, à les former, tout en gardant l'esprit qu'un jour l'orthodoxie revienne au niveau de la formation des jeunes. Et en plateau avec nous également Richard de Tua, bonsoir. Bonsoir. Ancien joueur de l'Union sportive de Douala, ancien joueur de l'Unisport du Honkam, Unisport de Bafan en ce temps, ancien joueur de l'unité de Douala, ancien joueur du Dragon de Yaoundé de Douala. Aujourd'hui vous êtes entraîneur, vous entraînez notamment les vétérans, vous êtes le coach des vétérans Nyolok de Ndokpasi 2 qui s'apprête à jouer le mini-tournoi de l'amitié ce samedi. Oui, vraiment, merci Sylvestre. Nous sommes ici pour parler du tournoi que nous allons organiser demain, le 31 mars 2018, au stade Clairefontaine de Nialakambo. Vous savez, ceci, c'est un tournoi que nous organisons nous participons depuis 2015. Et c'est surtout aussi l'occasion pour certains, pour tous ceux qui sont amateurs de football, d'aller voir les anciennes gloires, telles que vous, bien évidemment, jouer un nouveau ballon, ceux qui ont fait la fierté des clubs, l'Union de Douala et d'autres clubs. Et toutes ces équipes aussi qui arrivent avec des anciennes gloires de part et d'autre, nous interpellons comme ça la population, toute la population de Douala à venir vivre cet événement parce qu'il est vraiment marquant. Vous savez, nous avons passé 3 années à aller apprendre et aujourd'hui nous sommes venus, nous voulons montrer de quoi nous sommes capables. Vraiment. Vous voulez démontrer que vous avez bien appris, et le Cameroun est un pays de potentiel et en ce moment il y a un potentiel camerounais qui brille de mille feux à l'international. Il s'agit du jeune Arsène Djomo Nankap dont on va voir les images. C'est un bodybuilder, il vient de crever l'écran du côté de la France lors des championnats nationaux de bodybuilding en France dans les plus de 100 kg. Vous voyez une véritable masse musculaire, un beau bébé comme on l'appelle dans leur domaine. Mais la réalité c'est qu'il est assez particulier sur ce Camerounais de 33 ans, c'est que le bodybuilding, ça ne fait que 4 ans qu'il pratique cette discipline sportive. Il a été d'abord pratiquant de kickboxing, il a même fait du MMA, il a fait du karaté, il a pratiqué beaucoup d'arts martiaux avant de commencer à s'adonner au bodybuilding. Mais déjà, il porter des charges à l'âge de 12 ans, donc il commençait déjà à construire sa masse musculaire alors qu'il était encore très jeune et qu'il arrive à ce niveau aujourd'hui, ce n'est pas surprenant, champion de France, là où on sait qu'il y a des grands compétiteurs
qui sont formés dès le bas âge, contrairement à lui, hein, qui est parti de son Cameroun, arrivé à ces niveaux. Ça rappelle un peu d'autres Camerounais qui sont partis parfois, qui ont parfois fui les difficultés qu'ils rencontraient sur place pour pouvoir se développer dans la discipline sportive qu'ils avaient choisie. Il est donc arrivé en France. Aujourd'hui, il est champion de France et ça lui donne la possibilité de faire la compétition sur le continent européen par Philkin. Oui, je dis toujours que nous avons tout pour réussir au Cameroun. Et comme vous le voyez, ce n'est pas le premier. Il y a eu un boxeur ici qu'on nous a présenté il y a quelques temps. Il y a même au niveau du football, ils sont nombreux au niveau... Le Cameroun, c'est un peu comme le centre de la Terre. Et le centre de la Terre a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. En fait, on néglige le potentiel humain que nous avons. Nous avons tout pour réussir, mais le paradoxe, c'est qu'on n'arrive pas à réussir. C'est ça le paradoxe. Donc, des jeunes comme celui-là, il y en a, ils sont nombreux. Et nous pensons qu'il faut seulement profiter, malheureusement. Il est en train de compétir pour l'outre-mer. Et aujourd'hui, il est difficile pour nous de le récupérer. On ne peut même plus le récupérer parce qu'il est déjà français. Nous allons seulement continuer à encourager les jeunes à la pratique, mais aussi c'est un appel et un éveil pour que ceux qui pratiquent le bodybuilding ne puissent pas se décourager, parce que c'est dans une misère indescriptible au Cameroun que nous voyons ces jeunes s'exprimer. Nous avons accueilli il y a quelque temps une commission de bodybuilding au niveau du parcours Vita de Douala, mais je vous assure, la condition la plus abjecte dans laquelle ils évoluent est inquiétante. Moralité, si un d'entre eux réussit à sortir et trouver la possibilité de mieux pratiquer son art, je crois qu'on ne peut que lui tirer un chapeau, un coup de chapeau. Cela ne veut dire pas qu'il faut abandonner le Cameroun pour aller remplir les médailles dans les autres pays, mais qu'il y ait une prise de conscience que nous avons un matériel humain qu'on ne trouve nulle part ailleurs, des chaînes physiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Même au Brésil, on a le football, on a le basket, mais le rallye et autres là, mais ici, on peut tout trouver. Chaque région au Cameroun a une spécificité sportive. Vous allez vous-même regarder, vous allez étudier, vous allez constater qu'on peut gagner partout ici, au Cameroun. Vous avez le nord-ouest, où il y a des champions en athlétisme de haut niveau. Vous avez des grands lutteurs dans le nord et dans le MAM. Vous avez... Je peux citer pêle-mêle comme ça. Les grands footballeurs dans les 10 régions. Et vous avez les grands footballeurs dans les 10 régions. Donc vous avez des sports ici chez nous où on peut être champion du monde sans souffrir. Il suffit d'un minimum d'encadrement, qu'on s'y penche un peu. L'État fait déjà ce qu'il peut, mais je crois qu'il faudrait qu'on essaye d'orienter vers les entreprises qui peuvent supporter au moins la formation des jeunes et par la suite trouver la possibilité qu'ils puissent compétir à l'extérieur. À l'époque, ça existait, mais vivement que ça revienne. Richard de Thioa, pour le bodybuilding, on a souvent vu les acteurs de cette fédération, la Fédération camerounaise de bodybuilding, lorsque les athlètes vont faire la compétition à l'étranger, ils ont beau frapper à la porte du ministère des Sports et de l'Éducation physique, les portes leur restent souvent fermées, ils sont parfois obligés, ils nous l'ont souvent dit, hein, ils vont dans les tontines, emprunter de l'argent pour pouvoir faire le voyage. Oui, c'est pas supplément dans ce pays. Nous avons beaucoup de cas. Vous pouvez prendre le cas de Charlotte Bango qui a été championne du monde triple saut pendant 2 fois. Et la deuxième fois, elle est partie d'elle-même pour aller concourir pour le compte du Cameroun. Et pour après ça, elle a eu le ras du bord. Vous voulez parler de Françoise Bango. Charlotte, c'était l'artiste. Françoise Bango, c'est là que je veux parler. Vous n'allez pas parler d'un sport comme celui du sable que nous avons joué au Cameroun, où j'ai été surpris une fois de passer par le Parc des Princes. J'ai trouvé qu'on avait versé des camions de sable pour créer un stade fantôme qu'on a joué et aller remporter une Coupe du Monde. Vous voyez que si ça nous servait de conscience, de l'essence, aujourd'hui le Cameroun serait, comme l'a dit Pamphile, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a si bien dit, nous sommes vraiment un pays, c'est dit hors du commun. C'est un pays riche en tout, mais seulement ce qui suit pas, c'est la gestion. Regardez par exemple la CAN qui arrive. Aujourd'hui on a la difficulté de jouer au championnat camerounais, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, ne serait-ce que pour le sport, le football qui est le sport majeur. Même en ça, on n'avait pas d'infrastructure. Donc vous voyez que c'est pour ça que les gens s'estiment comme ça, les jeunes vont comme ça, et ils vont quand même donner une image du nom du Cameroun. Quand on parle de lui, on dit, même s'il est français, on dit le franco-camerounais. Et le Cameroun est raisonné quand même.
Et lui, il aime bien, un peu comme Ganou, qui est boxeur de la MMA, il aime bien souvent rappeler qu'il est Camerounais. Hein. Parfois, ils sont obligés d'arborer les couleurs d'autres pays parce qu'ils n'ont pas beaucoup le choix. Il y a les sponsors qui sont un peu exigeants, les mécènes qui sont exigeants en cela. Mais finalement, le problème, c'est quoi? S'il faut faire le diagnostic aujourd'hui, parce que le mal, il est transversal, là, toutes les fédérations sportives civiles nationales sont pratiquement touchées. Peut-être à l'exception du football, même si dans son niveau amateur et professionnel, on boit également du noir, mais peut-être au niveau de l'un d'entre nous, on est mieux loti. Oui, Hippolyte, il faut dire ici, sans se tromper, que encore dans ce plateau, une fois de plus, j'avais dit en ce qui concerne le sport camerounais, il faut voir là où on a glissé et voir où on a trébuché, comme on dit souvent, et voir, ne pas regarder beaucoup plus tard, nous sommes tombés. Parce que nous sommes couchés. L'introspection veut bien qu'on ait le courage de dire que là, ça ne va pas, là, ça va. Mais parfois, quand vous dites que ça ne va pas, les gens ont l'impression que c'est une critique acerbe sur leur gestion, sur leur manière de faire. Aujourd'hui, en ce qui concerne, on doit repenser le sport camerounais et donner une orientation qui sied non seulement au Cameroun, aux jeunes Camerounais, pour que tout le monde puisse être à l'aise. La première des choses, moi je suis né, j'ai trouvé ici, on vous parlait de... il y avait un tournoi de cyclisme qui se passait à Douala, où on voyait les pommiers. Oui, les pommiers. Et on vous disait que... Il était très célèbre, qui avait une grande renommée. Hein, qui avait une grande renommée, l'Incono. Il y avait, tu entendais maison du cycle. Oui, la maison du cycle. On nous partageait à l'époque des petits trucs, on dirait que c'est Michelin, des petits trucs comme ça, des petits gadgets, et on vous dit que c'est Michelin. Michelin, trop petit, tu ne comprenais pas ce que c'est. Mais c'était le sponsoring d'une activité sportive. Les entreprises ont baissé les bras. Moralité, ce sont les entreprises. Vous saviez, par exemple, si je prends le cas du football, la plupart des joueurs de canon, de tonnerre, étaient des employés dans des entreprises. On te disait que tu travailles à la CNPS. Oui, à la SNEC. Tu travailles à la SNEC. Tu travailles à la SONEL. Au port. Tu travailles au port autonome. Oui. Moralité, ces entreprises soutenaient le mouvement sportif. Et à partir de là, il y a cette prise en charge qui donnait la possibilité aux sportifs d'être stable dans sa vie privée et aussi stable sur le plan de la gestion de sa carrière. Maintenant, je veux prendre un autre volet, le volet administratif. Nous pensons aussi que les fédérations camerounaises, et c'est pour cela que le ministre a dit d'abord, monsieur, arrêtez d'abord, ça attendait d'abord. Même les élections l'attendaient d'abord. Parce qu'il faut qu'on repense la loi. Nous avons des fédérations sportives dont... Laquelle loi? Celle de 2011? Celle de 2011, forcément. Vous voyez les fédérations sportives au Cameroun qui ont pour seul sponsor l'État du Cameroun. C'est très dangereux. On est en train de construire des châteaux sur du sable. L'Africa Cyclisme en a payé les frais. Hein, je ne veux pas la citer. Même le football. Vous avez suivi l'autre jour quand... le général Semeng parlait, il vous dit que je vais aller voir le ministre des Finances pour qu'il me donne de l'argent. Ça, c'est extrêmement grave. Et il a dit, si ça ne va pas, je ne vois plus haut. Plus haut. C'est extrêmement grave. Pourquoi? Partout dans ce monde, ce sont les entreprises qui sponsorisent le mouvement sportif. C'est le label que l'on défend quand on va en compétition. Cela veut dire que, comme vous voyez tout le Tanguy sur la table, je vais en compétition, je défends le label Tanguy. Et Tanguy me supporte jusqu'au bout. Donc le combat n'est pas seulement un combat administratif ou technique, mais c'est un combat d'idéologie et de marque. On n'arrive plus à défendre les marques. On n'arrive plus à faire en sorte que le sportif soit au centre d'un certain nombre de dispositions du fonctionnement économique, politique et administratif. C'est mauvais. Maintenant, lorsqu'on prend l'autre étape, la mentalité, mais je vous assure, avant de descendre au niveau des infrastructures, il faut qu'on fasse un changement drastique de manière de penser au niveau du sport.
les gens viennent au sport et à l'éducation physique pour se faire de l'argent. Ils ne viennent pas pour servir l'activité. Et quand on ne sert pas l'activité, même si on y met des milliards, l'activité va mourir. Oui. Parce que dès qu'on retire ces milliards, vous restez seulement avec la coque vide. La dernière chose, c'est la projection. Nous n'avons pas de projection. Je le disais sur une fois, que c'était à la radio, on nous posait la question sur la projection sur l'équipe nationale du Cameroun. La première chose qu'il y avait dit, c'est qu'il faut aller raser. Ce n'est pas une équipe nationale. Deuxième chose, j'ai encore dit que on ne peut pas vous dire qu'un joueur part des mini, de cadets, de juniors, arrivé à l'étape junior, il se perd. Enfin, on parlera du football. Donc vous voyez donc que nous avons un devoir impérieux de reprendre de la base au sommet un certain nombre de dispositifs qui devront faire en sorte que non seulement le sport, mais ce que nous pensons être le meilleur pour représenter notre pays soit bien pensé et bien élucidé. Alors Richard Duchoa, la construction du mouvement sportif national se situe où? La mise à disponibilité des infrastructures adéquates, les moyens assez conséquents et une formation de qualité. Et vous avez déjà tout parlé. S'il n'y a pas tout ça qui suit, on ne peut pas faire une formation adéquate. On ne peut pas, il faut d'abord les infrastructures. C'est la première des choses. Il faut des moyens. Parce qu'aujourd'hui, moi, s'il fallait revenir dans le football, on a pitié des enfants qui jouent aujourd'hui au Cameroun. Vous ne pouvez plus avoir un enfant qui peut allier le football à l'école. Puisque si vous jouez à 8 heures, vous jouez à 9 heures, vous jouez à 10 heures, vous jouez à 11 heures. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas là où les enfants doivent jouer. On accable des terrains par-ci, par-là, des écoles, des jeux, des écoles pour faire des championnats civils au Cameroun. Ce n'est pas normal. Donc, franchement, pour repenser, il faudrait que l'administration camerounaise réfléchisse à fond. Et nous avons les moyens. Nous avons les moyens de la politique. C'est simplement parce que dans ce pays, on ne laisse pas les techniciens à la place qu'il faut. Les gens font leur tête. C'est pour ça que vous allez voir, si vous voulez aller un peu, même jusqu'à plus loin, vous allez voir ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, avec des choses comme l'opération Épervier. C'est de l'argent des Camerounais qui part comme ça. Vous voyez qu'on met quoi? Mais est-ce que... bien dit tout à l'heure, quand le général, lui, qui va aller au ministère des Finances demander l'argent, si on ne lui donne pas au ministère des Finances, il va aller plus haut. Mais ce que Pascal a dit, les sociétés sont là. Est-ce que c'est l'administration qui doit également discipliner les acteurs du football camerounais, pas du football, le mouvement sportif camerounais, dans des différentes fédérations et surtout au football, parce qu'il y a actuellement, par exemple, cette crise qui bat son plein au sein de la Ligue régionale de football du littoral. On sait que la plupart des problèmes dans le football camerounais sont partis souvent du littoral depuis 2011 avec cette bataille électorale au niveau de la Fédération camerounaise de football. Actuellement, c'est bloqué. Le lancement de la saison sportive de la Ligue départementale de football du Vouri devait avoir lieu ce samedi, mais il y a eu une note du sous-préfet de l'arrondissement de la 5e parce que le match de coup d'envoi de cette saison sportive devait se disputer au stade de Cambrai-Saint-Éloi, qui est sous la compétence du sous-préfet de la 3e. Il a donc interdit le lancement de cette saison sportive. D'abord, il a évoqué comme première raison, non-déclaration de cette manifestation publique. Ensuite, risque de trouble à l'ordre public. Mais dans le fond, on apprend. Peut-être on va voir le communiqué qui a été rendu public par le sous-préfet justement de l'arrondissement de Douala 3e, interdisant le lancement de cette saison sportive dans le championnat, enfin dans la Ligue départementale de football du Vouri. On a parlé des raisons qu'il a évoquées, mais en dessous, on apprend qu'il s'agit simplement de ces batailles qui se poursuivent, des acteurs mécontents, parce qu'ils sont en minorité actuellement au sein de la Ligue régionale dans son ensemble du littoral, se sont empressés d'aller voir le sous-préfet pour lui dire, si vous laissez cet événement se disputer, se dérouler, nous, on va faire des troubles. Et puisque le sous-préfet, lui, ne veut pas qu'il y ait des troubles à l'ordre public dans son arrondissement, il a donc décidé d'annuler le lancement de cette saison sportive qui était prévue donc ce samedi au sein de la Ligue départementale du football du Vouri. C'est un acteur de cette Ligue départementale. Je suis membre du conseil. Membre du conseil, Pamphile King. Cette semaine, il y avait une réunion, justement. Il y avait une réunion de lancement du conseil départemental de la Ligue. Je ne suis pas habilité de faire des commentaires énormes là-dessus, mais je suis surpris. En dehors de Kofi Ndjembele qui était décédé, tous les autres membres étaient présents à l'exception de M. Essomen Doumbé qui s'est excusé. Je suis surpris d'apprendre qu'il y aura trouble à l'ordre public dans une manifestation où, dans la salle,
toutes les résolutions qui ont été prises à 97%. Et d'où sort un mécontent dans une situation où nous étions tous assis. Une séance de travail qui a duré 4 heures de temps, au point où on est allé même à l'élection du secrétaire général en remplacement de monsieur le feu Kofi Ndiembele décédé. C'est Ouanou qui a remporté les élections. Je veux dire une chose, et c'est pour cela que je dis le centre de ce débat n'est pas le football. N'est pas le football. Le centre de ce débat, c'est des intérêts. Et je crois pour ma part que si chacun d'entre eux essayait de se calmer et d'attendre les joutes électorales, on doit laisser les enfants jouer. Jouer d'abord. Les enfants n'ont rien à voir avec les joutes électorales. Que le quorum qui était dans la salle ne soit pas atteint, oui. Mais je vous dis que dans la salle, à l'exception de M. Essome Ndoumbe, qui s'est excusé parce qu'étant hors de la ville, le quorum, tous les autres étaient présents. On était 9 sur 10. Mais vous pouvez vous imaginer, on dit trouble à l'ordre. Qui veut amener le trouble à l'ordre public dans une histoire? Et on a validé tout ce qu'on a validé là, sans que quelqu'un ne se plaigne. Parce que c'est la démocratie. S'il y avait quelqu'un dans la salle qui s'était plaint, attention, il y a la seule réserve qui a eu lieu, c'est par rapport au nombre d'équipes. Parce que la validation des équipes se fait au niveau national. Donc une liste est partie, on attendait la liste. Mais néanmoins, on a fait même un championnat d'arrondissement, on a fait un championnat départemental. Moralité, je suis surpris. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui estiment que il y aura trouble à l'ordre pour l'intérêt, le trouble à l'ordre public, quel est l'intérêt? Est-ce qu'il est-il sportif? S'il est sportif, ils ont des revendications qu'ils veulent faire valoir. Ils n'ont qu'à faire valoir leurs revendications au conseil ou au bureau exécutif de la Ligue. Il saisit le président que voilà les récriminations, mais il n'y a eu aucune récrimination. Deuxième chose, moi je dis, si nous pensons que nous servons le foot, et il y a une loi au football et au sport en général qui veut dire faire jouer d'abord les enfants. Pourquoi ne pas faire jouer les enfants et attendre donc les joutes administrativo-électorales pour aller là-bas parler? Pour ceux qui sont sportifs, vraiment depuis 2 ans, ce n'est pas ça. Et ce que je regrette dans cette histoire, ce n'est pas maintenant. Après que ce soit donc assaini, vous allez donc maintenant utiliser quelle formule pour faire revenir les enfants sur le terrain quand vous les avez déjà chassés? Les gens ne regardent pas l'autre répercussion de cette histoire. Cette histoire, attendez quand les ligues départementales et régionales vont se mettre en place après les élections. On aura régressé de 25 ans. Mais la faute sera à qui? Si chaque fois il faut sortir, nous sommes éliminés au tour préliminaire. On n'attendra même plus les tours préliminaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura même pas de sportifs. Il ne va même plus décoller. Ça ne va plus décoller. C'est pour ça que nous continuons à garder la flamme. La flamme, c'est quoi? Continuer à former, continuer à faire jouer les enfants pour qu'ils aient un intérêt. Monsieur Hippolyte Zangao, si vous avez été footballeur à l'époque, si on met le ballon de football aujourd'hui au stade, vous allez vous battre pour jouer au foot. Mais si on met le ballon de basket, il y a certains qui vont esquiver le ballon de basket. Parce qu'ils n'ont jamais vu été entraînés au basket. Richard Detua, comment comprendre que les blocages, la plupart des blocages dans le football camerounais, surtout lorsque les élections sont annoncées, que ces blocages partent principalement de la région du littoral, qui est pourtant le vivier du football camerounais? Désolé. Mais je dis, c'est vrai, vous le dites tout bien, le vivier, parce que quand nous parlions du football dans le temps dans ce pays, il était difficile même de parler des régions du nord, de l'extrême nord là-bas, parce que le football se jouait dans des villes comme Douala, Yaoundé, peut-être le Déporté, Bafoussam et ceci. Et c'est là où il y a toutes les guerres. Il est difficile de comprendre que dans les régions de l'extrême nord, les élections ont créé ceci, ceci a créé. C'est parce que les gens pensent toujours là où ils ont à gagner. Vous pensez que c'était pour l'intérêt du football? Nous serons en train de faire ces bagarres, pourquoi? Nous avons la chance d'avoir Pamphile qui a été dans toutes ces réunions, qui ne comprend pas pourquoi le sous-préfet a pu empêcher. Et quand on empêche aujourd'hui, on nous décourage davantage. Et les jeunes qui voulaient jouer, parce que déjà trop d'encrement dans les jambes, sans aller essayer
Et les présidents de club, leurs poches ne font que souffrir. Vous voyez, quand un championnat dure, nous avons connu ça partout. On ne sait même pas quand vous allez encore jouer. C'est programmé encore pour quand, M. Pamphile? Ça, on vous dit que c'est suspendu. Il faudra attendre que le sous-préfet soit convaincu qu'il y aura plus de football. Maintenant, quelle est la garantie? Puisque personne ne veut, personne ne veut faire des concessions. Les côtés aussi ne vont jamais accepter ce qu'on leur a fait tout à l'heure. Eux aussi, ils vont branquer dans les soubresauts là-bas maintenant pour empêcher à ce que le camp qui est parti, parce que le sous-préfet n'aime même pas, lui il est toujours très loin de tout ce qui se passe. On le saisit seulement pour... parce que les gens sont puissants. Vous voyez, quand les gens... Ça, c'est des puissances personnelles que les gens utilisent. Ça. Ce n'est pas le service qui rend. Parce qu'on est peut-être bien nantis, on est amis à ceci, on a telle relation, on est tel dans ce pays, on prend des décisions et ça suit toujours administrativement et ça freine. Pourtant, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT a tenu une réunion cette semaine avec les présidents des ligues régionales de football ainsi que les présidents des clubs amateurs. Ceux-ci ont vu de la relance des différents championnats régionaux départementaux et même d'arrondissement lors de cette rencontre entre autorésolution. Le comité de normalisation, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT a demandé au club de faire des propositions de budget pour un appui parce que ces clubs avaient comme revendication le fait que le comité de normalisation a décidé de suspendre la saison dernière qui était pourtant lancée. Ils avaient consenti des dépenses et pour reprendre cette saison, il y a quand même un appui qu'ils sollicitent, un manque à gagner. Et le président du comité de normalisation leur a demandé de faire des propositions de budget. Oui, effectivement, lors du conseil, nous avons reçu des documents qui permettraient des propositions faites par les ligues départementales qui devront être discutées au niveau national. Et le président de la ligue régionale et départementale sont allés discuter ce genre de... Et je crois que même les arbitres ont posé leurs conditions. Ils avaient fait un certain nombre de matchs l'année dernière sans être payés. Et nous pensons qu'à ce niveau-ci, le comité de normalisation, j'ai la certitude qu'ils se sont penchés dessus et on doit trouver forcément des débuts de solutions. Mais cela n'empêche pas que les enfants jouent. Moi, mon seul problème, et je continue à dire, même quand deux États sont en guerre, on trouve tous les moyens pour que les petits-enfants aillent à l'école. À l'école d'abord. On trouve tout le monde pour que les enfants s'amusent. Je vous dis, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas pour le bénéfice des enfants. Pas du tout. Nous pensons jusqu'à ce niveau-ci que vous ne pouvez pas être en plein conseil. Le conseil a siégé jusqu'au bout, sans éclat de voix, sans problème aucun. Et on vous dit qu'il y a trouble à l'ordre public. Tous d'accord. C'est incroyable. Maintenant, il faudra donc que ceux qui décident qu'il y ait trouble à l'ordre public trouvent donc le moyen qu'il n'y ait pas trouble à l'ordre public au moment où ils voudront bien organiser le championnat. Et j'espère qu'ils comptent les jours et les mois. Parce que une année n'a que 12 mois. Et là, ceux qui payent le prix, le plus lourd tribut, ce sont les footballeurs. C'est les jeunes footballeurs. C'est les jeunes footballeurs. C'est depuis 2013 qu'on ne joue pas. C'est les jeunes footballeurs. Il n'y a pas de championnat véritablement. Oui, c'est les jeunes footballeurs, c'est les entraîneurs, c'est ceux qui ont décidé d'être présidents de ce club qui trinquent. Mais moi, je crois toujours, et je pense toujours que les revendications des clubs, les revendications des officiels techniques ont été prises en compte. Et il faudra, c'est pour ça qu'ils sont allés essayer de voir par quel bout commencer. Mais on ne peut pas dire que le championnat ne doit pas se jouer, tout simplement parce que ça ne doit pas se jouer. On doit avoir des explications. Des explications dont on espère que finalement les différentes parties vont accorder leur violon pour que seul prévale l'intérêt de ces jeunes footballeurs qui payent déjà le prix de ces batailles pour le contrôle de la Fédération camerounaise de football et de ses différents démembrements depuis des saisons, alors que Vassilios Olivier Sémé nous a rejoint. Bonsoir Vassilios. Bonsoir Écoulé Sylvestre, bonsoir au président Ken Pamphile. Bonsoir à l'enseigne du Tchoua que je retrouve ici. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes également, en plus d'être consultant sur Equinox Télévision, entraîneur de football, président de club. Non, je voulais chuter par cette dernière casquette. Entraîneur de football, adjoint du pôle littoral du côté de l'ANAFOOT, président de club dont maintenant et donc membre de la Ligue départementale de football du Vry. Vassilios, le championnat, la saison devait, au niveau départemental, devait être lancée ce samedi.
Mais il y a une décision du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e qui a décidé de stopper tout. Il n'y aura pas finalement de match demain pour lancer cette saison. Entre autres raisons avancées par le sous-préfet de Douala 3e pour justifier sa décision, il n'y a pas eu de demande d'autorisation de manifestation publique. Et ensuite, risque de trouble à l'ordre public. C'est le souligner, c'est vrai. Oui, il faut dire que c'est une approche assez pertinente. Pertinente parce que il faut se mettre à la place des présidents de club. Ça, il faut le comprendre rapidement. Vous savez, on est très proche des présidents de club, des entraîneurs, des supporters. Je dois vous assurer que ce n'est pas facile, déjà pour les supporters. Vous savez, on a laissé un couteau dans la plaie à la Ligue régionale de football du littoral parce que pour une fois où on a deux clubs mythiques à la tête d'un championnat et qui sont quasiment assurés que l'un des deux au moins sera aux Interpools, sera champion, ben on vient, on arrête un championnat. Ça cause un préjudice énorme. Aujourd'hui, il faut relancer les machines. C'est lourd pour les présidents de club parce que déjà, ces sons dissonants, on n'encourage pas parce qu'on ne sait pas si on va jouer, si on ne va pas jouer. Donc, il y a ce problème qu'il faut d'abord traiter. Parce que d'aucuns estiment que, quoi qu'on dise, exécutif illégal ou illégitime ou quoi, il n'en demeure pas moins vrai que ces clubs ont participé à la Coupe du Cameroun, qui a été validée par le chef d'État. Si on vous dit que le championnat est arrêté parce que la Coupe du Cameroun s'est jouée, je pense que la délégation aurait voulu qu'on aille au bout des championnats pour qu'il n'y ait pas ces problèmes de qui doit jouer où aujourd'hui et qui ne doit pas jouer où. Ça cause problème. Maintenant, pour ce qui est de la Ligue départementale de Vouri, il est clair que ceux qui se plaignent, c'est une façon aussi qui est légitime parce que dans cette ligue, il y a une association qui regroupe à son sein tous les présidents du club de la Ligue départementale de Vouri. C'est elle-là, cette association, qui est mieux placée contre toute autre association pour parler au nom des présidents du club de la Ligue du Vouri. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça c'est pour éclairer à l'antenne des auditeurs, sans prendre un parti à gauche ou à droite. On vous dit qu'à la fédération, on a créé qu'une seule association par corps de métier. Aujourd'hui, vous avez deux associations qui défendent les clubs amateurs. Laquelle est donc finalement agréée à la fédération? Il faut poser des bonnes questions. Ça veut dire que demain, une façon peut créer une troisième association, lui donner un certain nom et aller au-devant de la scène. Donc il faut comprendre que les problèmes sont les problèmes de fond. Il ne sert à rien à un moment donné de recevoir les présidents, soi-disant qui défendent les associations, encore que tous les clubs amateurs ne sont pas affiliés dans ces associations. Le seul organe valable qui donne pouvoir aujourd'hui à la Ligue, c'est les assemblées générales où participent les clubs. Donc il est plutôt de bon ton si les conseils se sont tenus de convoquer ces clubs en assemblée générale, afin que unanimement qu'ils décident de comment ils vont jouer, si oui, ils jouent sur quelle base. Parce que les données sont faussées. Les données sont faussées dans la mesure où il ne faut pas se leurrer. La majeure partie des présidents du club réclament les dommages et les intérêts par rapport aux frais qu'ils ont engagés la saison dernière. C'est pas moi qui le dis. Hein. Mais le comité d'organisation a demandé de faire des propositions de budget. Il va apporter un appui. Ils ont demandé à qui? Ils ont demandé à qui? L'UCAF, c'est une façon qui se bat contre la CFAC. Et vous-même, quand vous suivez l'actualité, vous vous rendez compte que l'UCAF n'est pas en harmonie avec les propositions de la CFAC. La CFAC aussi n'approuve pas les propositions de l'UCAF. Ces deux entités, lorsque les clubs reviendront à l'Assemblée, vous allez vous rendre compte que si dans l'Assemblée, n'est-ce pas, le quota penche pour une décision pour une autre, ça va remettre à zéro et à follow tout ce qu'ils ont pu à décider là-bas, parce que c'est l'Assemblée qui est souveraine. Donc il y a ce problème de fond qui voudrait que ceux qui dirigent notre football prennent en considération les pensées des uns et des autres. C'est pourquoi ça coince. Il a d'un côté la volonté de ceux qui dirigent, qui n'ont pas. Il dit, s'il vous plaît, ils dirigent avec les frais ou l'argent que la fédération mettra à leur disposition. Ils ne savent pas le souffle-douleur, n'est-ce pas, des efforts et des énergies financières, matérielles, que ceux qu'ils ont à diriger, ceux sans lesquels
la fédération ne peut pas exister, c'est le club. Mais est-ce que pour aller au-delà de toutes ces considérations et ne privilégier que l'intérêt des footballeurs qui n'arrivent pas véritablement à avoir un championnat qui tienne toute une saison depuis pratiquement 2013, depuis que cette bataille pour le contrôle de la Fédération Cameroun de football et ses démembrements est engagée, est-ce qu'on ne peut pas un temps soit peu, d'abord mettre tout cela de côté et permettre que les enfants jouent d'abord? Non, on ne peut pas aujourd'hui privilégier que les enfants jouent. Qui a empêché les enfants de jouer? Les enfants jouaient. Les enfants jouaient, c'est-à-dire que lorsque la décision du TAS a été rendue et tout, il y a une organisation sur pied qui a permis d'organiser un championnat. La normalisation est arrivée. À un moment donné, le championnat a été arrêté. Déjà, il y avait les émoulements des saisons écoulées, des passifs qu'il fallait gérer, comme Pamphile le disait, pour les officiels et autres. Cela a été pris en compte. Donc, les exécutifs qui étaient en place ont géré, mais organisé. Un budget a été alloué pour poursuivre un championnat où un calendrier a été donné. Ça veut dire que les gens se sont remobilisés pour jouer le championnat de la normalisation, qui lui est légitime. Donc quand la normalisation arrête son championnat à lui, qui est légitime en ce moment-là, parce qu'il est venu dans la continuité du service, à ce moment, il y a un problème. On ne peut pas toujours dire que les exécutifs de 2015 sont des exécutifs illégaux. Nous savons tous ce que ces exécutifs ont produit en termes de participation, en termes de contribution, en termes de gestion, ou même au niveau des affaires courantes. Cet exécutif a validé l'élection de la FIFA. Cet exécutif a validé l'élection de la CAF. Cet exécutif a organisé la CAN féminine. Cet exécutif a fait autant de choses. Deux coupes du Cameroun se sont jouées pendant cette... Les clubs sont montés, qui sont aujourd'hui en Ligue 1 et en Ligue 2. Il faut les rétrograder. Donc on ne peut pas venir au niveau régional, permettez, on ne peut pas venir au niveau régional dire que nous sommes sous douleur parce que nous sommes dans le football amateur. Le football professionnel est tributaire du football amateur. Le même football amateur et professionnel est également tributaire du football jeune. Donc, les jeunes d'un côté ne jouent pas. Je suis ravi que l'un des promoteurs est ici. Je pense qu'il le dira. À l'époque où nous étions président au niveau départemental du jury ici du football jeune, on avait la chance, n'est-ce pas, d'avoir deux techniciens à la tête d'un football jeune qui sait jouer sans embarras. C'est l'empreinte qu'on a laissée. Si aujourd'hui M. Pamphile permet à lui tout seul d'organiser un championnat de jeunes privé avec toutes les catégories, allez vous poser la question, il fait comment pour le faire? Donc, posons-nous des bonnes questions. Ne mettons pas les jeunes footballeurs devant pour dire qu'on est en train de les tuer. Qui est en train de tuer les jeunes footballeurs? Pensons à ceux qui les organisent, ceux qui les regroupent. Avec cette situation, on voit bien que, bien qu'il soit président de club lui aussi, il y a des acteurs comme Pamphile qui sont obligés de se démarquer pour organiser des événements, des tournois qui vont donner la possibilité aux jeunes de jouer au ballon. C'est le cas en ce moment avec le tournoi Cameroun Football Dream qui permet à plusieurs centres de formation de donner la possibilité aux jeunes qui sont en train de former justement de mettre en exergue ce qu'ils apprennent tout au long de leur formation. Du côté du petit terrain de Bonhomme Sadi. Avant de vous retrouver d'abord Pamphile King, c'est quoi le contenu de ce tournoi? L'idée part de quoi? Déjà, qui a pas un championnat organisé pour ces catégories? Déjà, l'idée est simple. Nous jouons normalement et un matin tout s'arrête. Et on ne comprend pas pourquoi tout s'est arrêté. Les responsables avec qui nous organisons à l'époque le Vassilios au football des jeunes sont bottés en touche. Nous-mêmes, nous sommes amenés à faire voir nos droits à la retraite. Mais la suite, c'est que ça ne se joue pas. Après, nous apprenons que le football n'existe, le jeu n'existe plus. On se met à se poser des questions et je leur dis non. Moi, l'État du Cameroun m'a mis en formation pendant 7 ans, 5 ans à l'INGS. Après des stages, je me retrouve là dehors. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Maintenant, par la suite, on commence. La première année, je crois qu'il était encore disponible. Et je vous dis, le football des jeunes a commencé ici. On jouait avec des plaquettes. C'est-à-dire qu'on mettait les photos des enfants sur un carton. Et tous les enfants, quand j'amenais mon carton, je donne à Vassilius, c'est lui qui s'occupe de mes enfants. Moi, je prends son carton et maintenant, si c'est le match, on prend un troisième entraîneur, il dirige le match et les enfants étaient tranquilles. Et ça vivait. Tout le monde voyait comment ça se développait. Mais on ne peut pas comprendre comment on amène la rationalité, je veux dire l'éthique, la fédération. On est en train de travailler et les enfants ne peuvent plus jouer. Et le paradoxe, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis et je continue à dire que le concept est simple.
faire jouer les enfants. Et quand on dit faire jouer les enfants, c'est faire jouer tous les enfants. Nous avons pratiquement 70 clubs là-bas. Qui jouent? Et on joue comment? C'est que Vassili vient avec ses enfants, on s'organise pour payer les arbitres, et on s'assied là, les enfants jouent, ils finissent de jouer, ils s'en vont. Voilà. Et on joue sans problème. Nous sommes à la 7e journée. Ça se joue. Et ça se joue. Je tiens à vous dire que si vous allez voir ces matchs, vous allez vous demander si ce sont les enfants. C'est un très bon niveau. Et ces enfants jouent sans arrière-penser que je dois casser le pied de mon camarade. Ils jouent au football. Et c'est ce qu'on recherche. Maintenant, ce que la fédération a laissé comme vide ne nous permettrait pas d'accepter ce vide pendant longtemps. Vous mettez pratiquement 140 équipes. Quand je vous dis 140 équipes multipliées par 16, multiplié par 16, c'est le minimum d'une équipe. Et maintenant, quand vous voyez un coach qui a 40 enfants qui le suivent, c'est parce que vous ne voyez pas même pas ce que c'est. Vous voyez des petits bambins comme ça qui suivent un entraîneur. Vous êtes des entraîneurs. Vous vous baladez, vous passez d'un stade à un autre avec 40 enfants sur le dos. C'est 40 Camerounais multipliés par 20. 30, 40, une grosse 50. Responsabilité. C'est une très grosse... Et on ne peut pas abandonner ça dans la rue. Vassili Olivier Semé, comme profil King, vous êtes dans la formation. Je voulais conclure en disant que nous avons donc 3 catégories. Oui. Les moins de 13, les moins de 15 et les moins de 17. Les moins de 17 ans. Voilà. Et ça se joue depuis 5 années, ça se joue sur 3 sites. Et comme vous, Vassili Olivier Semé, dans la formation des jeunes depuis, on va dire, environ une vingtaine d'années aujourd'hui. Hein. C'est un secret pour personne. 17 ans. C'est environ une vingtaine d'années. Donc je n'étais pas loin de là. Et en tant que président de club, vous mesurez le poids et la difficulté qu'il y a lorsqu'on n'a pas l'accompagnement de la fédération à travers l'organisation d'un championnat de ces catégories. Effectivement, moi je veux embrayer sur l'approche de Pamphile. Vous savez, en ce moment, beaucoup de clubs sont en train de multiplier des rencontres amicales. Donc les jeunes y jouent, ils sont évalués dans le sens qu'il faut. Le problème, c'est au niveau de la fédération. C'est la fédération qui doit organiser ces compétitions. Donc, le seul problème, c'est quoi? Vous faites des licences. On vous dit, la saison de dernière, l'année dernière est annulée. Est-ce que les licences là sont caduques? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Donc, on dit, quoi qu'on dise, les présidents du club font déjà leur part du job. Dans la mesure où ils continuent à entraîner, ils payent les primes d'entraînement, ils payent les entraîneurs, ils payent les déplacements pour aller faire des matchs amicaux et tout ce que cela comporte. Donc, les jeunes sont en train de travailler. Le problème maintenant, c'est que la fédération doit valider sa saison. Elle doit valider sa saison en organisant officiellement ses compétitions. Donc, c'est à elle de trouver des voies et moyens pour organiser ces compétitions. Donc, cela peut arriver à partir d'un langage de conciliation où on ne se met pas très haut, on dit que je suis la fédération, on botte en touche tout ce que vous avez pour non. Ce n'est pas le langage qu'il faut tenir. Le langage qu'il faut tenir, c'est que venez consulter. Bon, à ce moment, le président du club peut changer d'attitude. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bouger quelqu'un et l'empêcher de pourrir. La plupart d'elle a été... Mais ce président du club, on l'a dit. Maintenant, il y a un problème technique sur le terrain, qui est lequel? Le nouveau système d'enregistrement est arrivé, celui qui est le FIFA Connect, où on a tout le mal qu'on connaît pour certains présidents du club. D'abord, d'ouvrir leur compte, d'avoir l'accès à leur compte. Maintenant, il faut préparer les dossiers et les faire enregistrer. En ce moment, je peux vous assurer que depuis que le report du démarrage du championnat est successif, mais il y a une prise de conscience en interne. C'est-à-dire que les présidents du club actuellement sont en train d'amener tous leurs équipes à se faire enregistrer. Donc, ce qu'on attend, c'est le bon bout. J'appelle pas le bon bout, le bon dialogue, les bonnes résolutions qui seront unanimes pour tout le monde. Parce que la difficulté vient déjà du fait qu'il y a deux associations qui défendent les clubs amateurs. Les deux ne s'entendent pas, ne s'accordent pas. Ils ont le même objectif. C'est les clubs amateurs. Comprenez donc là où forcément, si le problème n'est pas résolu déjà au sein des deux associations, chaque association va tirer les clubs de son côté et la bataille va continuer. Et vous ne serez pas étonné, je vais poursuivre. De voir une troisième et une quatrième association naître dans les jours à venir. Oui, et puis maintenant, il y a la normalisation que
L'UCAM et la CEPA ne sont pas en mesure de dépanner le bois. On est loin de sortir de l'auberge là. Et on a quelqu'un en plateau qui a l'expérience d'ailleurs pour ce qui est de la formation des jeunes, puisqu'il est agent de joueur. C'est Just Choupo-Moting. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Merci. Bonsoir chers téléspectateurs. Vous êtes manager de joueurs, mais surtout vous êtes le papa d'Eric Marcin Choupo-Moting. L'autant peut-être qu'on a juste votre micro. Vous l'avez vu, hein, c'est vous qui l'avez mené dans les centres de formation dès son plus jeune âge. Vous l'avez vu faire ses premiers pas justement pour nous parler de l'expérience. L'expérience d'ailleurs avec vous. Je vous rappelais que vous êtes Just Choupo-Moting, le papa d'Eric Marcin Choupo-Moting, et vous êtes également son agent. Oui, bon. Parce que partout ici, les contrats, c'est vous qui êtes devant. Oui, je suis Just, comme disent ceux qui parlent anglais, Oui. Just en français, Choupo-Moting, le père géniteur de Eric Marcin Choupo-Moting, et aussi son agent. Et c'est vrai, dans la formation des jeunes, depuis qu'il a 5 ans, c'est moi qui suis son dossier, qui fait tout. Ce qui fait que le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est un sujet Qui vous me concerne aussi. Et le Cameroun doit faire beaucoup pour que ça avance de ce côté-là. Donc je ne vais pas me présenter plus que ce que je viens de faire. Donc ça veut dire que si par exemple, parce que ce n'est secret pour personne qu'Eric Marcin Choupo-Moting, il est dans le moule allemand, c'est là-bas qu'il a fait ses premières classes jusqu'à aujourd'hui, enfin avant d'aller en Angleterre. Hein. Si aujourd'hui en Allemagne ils réussissent, c'est parce qu'ils ont compris qu'il faut mettre un accent particulier sur la formation. Ça, c'est à 100% sûr. C'est à 100% sûr. Les Allemands, ils ont compris très tôt que la formation d'une équipe nationale pour aller à un haut niveau et aller très loin, ça commence par les centres de formation, ça commence par les plus jeunes. Juste au moment où mon fils a eu peut-être 10, 11 ans, c'était le moment où les Allemands se concentraient sur les jeunes parce que ça n'allait pas très bien dans leur foot au haut niveau. Donc ils ont mis beaucoup d'investissements dans les centres de formation. Tous les clubs ont été obligés d'avoir des centres de formation professionnels. Ils ont investi beaucoup d'argent, ils ont fait beaucoup de recherches et ils se sont dit que d'ici 4, 5, 6 ans, ça va donner. Et on voit le fruit du travail aujourd'hui. Et malgré cela, quand même, vous avez réussi à leur voler Eric Marcin. Bon. À voler peut-être, hein. Bon, On dit voler parce qu'il faut quand même dire que Eric Marcin Choupo-Moting et Joël Matip, et les deux frères Matip d'ailleurs, étaient sur les tablettes des Allemands. Oui, bon, le mot n'est pas complètement faux parce que dès que le Cameroun a appelé Maxime pour la première fois, Eric Marcin Choupo-Moting pour l'équipe nationale du Cameroun, c'était Otto Pfister qui était entraîneur. Et mon fils venait d'être professionnel à 17, 18 ans. Otto Pfister l'a appelé et s'est blessé. Le plus grand titre du journal, Bild Zeitung, c'était le Cameroun vole Choupo-Moting. Carrément. Oui, j'ai encore ce journal jusqu'aujourd'hui. Parce que pour eux, il a grandi là-bas, il a fait les formations, il jouait avec les jeunes de la nationale Mannschaft. Jusqu'à même les moins de 21 ans, il a évolué avec les Thomas Müller, ils ont joué en 80, avant la Coupe du Monde de 2010, pendant qu'on appelait Thomas Müller pour l'équipe nationale allemande. Et lui aussi, il était dans les tablettes de l'équipe nationale, le Cameroun l'a appelé. Mathias Sana, qui était le responsable de la formation des jeunes, est venu le voir plusieurs fois, m'a supplié. Il faut à tout prix que Maxime reste pour l'équipe nationale allemande parce qu'il joue avec les moins de 21 ans, estimé qu'une question de temps, il va jouer même la Coupe du Monde. Je lui ai dit, bon, c'est une question de cœur. C'est mon fils qui décide avec mes conseils. C'est pas moi qui décide pour lui, mais c'est avec mes conseils. Donc vraiment, vous êtes venu un peu en retard, on a déjà fait le choix. Et le choix n'était pas facile parce que Maxime aimait vraiment l'équipe nationale allemande et il aimait aussi le Cameroun. La Coupe du Monde qui s'est passée en Allemagne, Eric Marcin a regardé toute la Coupe du Monde dans les milieux des Camerounais avec les tricots du Cameroun. Avec les tricots du Cameroun. Mais bon, le choix avait été fait, ça n'avait pas été facile parce qu'il faut être aussi reconnaissant. Quand un pays fait beaucoup pour vous, il ne faut pas se lever seulement et dire qu'on change. Donc on a eu certaines raisons qui nous ont fait choisir le Cameroun. C'était le cœur, mais il y avait aussi un peu d'autres raisons. Donc il a eu un entraîneur qui était très très bien avec lui, Robech, qui a eu à dire à certains joueurs, quand il a commencé avec l'équipe nationale, je vois que vous ne voulez pas donner le ballon à Eric Marcin, il est meilleur que vous, celui qui continue encore, je ne le classe plus. Et depuis ce moment,
on a commencé à jouer normalement et c'est comme ça qu'il a évolué. Voilà, quelle belle histoire d'Eric Maxime Choupo-Moting. On refera la suite tout à l'heure avec vous, le temps de parler justement des fruits de cette formation. Ça se voit d'ailleurs avec le tournoi de Montaigu en ce moment. Ceux qui bénéficient d'une bonne formation s'illustrent mieux que ceux qui ne bénéficient pas de cette bonne formation. Le Cameroun d'entrée de jeu lundi a été battu 8 buts contre 1 par le Brésil. Et hier jeudi, le Cameroun a été battu 2-0 par l'Angleterre. Richard Dechois, pourtant, au début des années 90, c'était pratiquement la chasse gardée du Cameroun avec l'école de football de Brasserie qui représentait principalement le Cameroun au tournoi de Montaigu. Avec Rigobert Sambahana, Pierre-Henri Omelet, mais aujourd'hui, comment comprendre qu'un tournoi de Montaigu, le Cameroun peut prendre 8 buts, même si c'est face au Brésil? Oui, c'est vrai, c'est cette formation des jeunes que nous parlions tout à l'heure qui n'existe plus. On ne peut pas se leurrer. Vous savez, en ce moment, en 2005, quand le Cameroun a fait la première participation, nous étions présélectionnés dans cette équipe cadette qui partait. C'était une équipe nationale cadette qui est partie, qui a gagné plus de 3 fois afin que le Cameroun étant plus capable d'envoyer l'équipe nationale, les brasseries ont pris le relais, à envoyer leur centre de formation. Et ce centre de formation, c'était un centre pécri, parce que c'était un centre où on récupérait tous les enfants dans des tournois interquartiers et qu'on regroupait les meilleurs dans le centre de brasserie, et ce qui faisait que quand ils arrivaient à ce niveau, ils avaient le même niveau que ces Européens qui ont du penchant sur la formation des jeunes. Chez nous, c'est ce qui manque. Moi, je vais revenir à nos temps, par exemple. Si nous avons pu jouer aussitôt au haut niveau championnat national camerounais, c'est parce que nous avons commencé dans la jeunesse, dans le championnat junior. C'était ça qu'il y avait à nos temps. En 2002, il n'y avait pas des écoles de football. Il n'y avait pas. Il fallait se battre pour aller. En 2002, il y avait des je m'excuse parce que ça, c'est quand même ça qui arrive comme formation, parce que je ne suis pas me de mentir. Voilà, donc je dis qu'il fallait rentrer dans les équipes. Il y avait des équipes mythiques comme l'Union Junior au Cameroun. Parce que nous avons gagné 6 coupes du Cameroun junior. Et surtout, le championnat junior n'était pas très loin du championnat senior. J'ai vu du Cameroun rivalisant la Grèce, étant jeune, étant en bas. Nous, on tenait la porte des grands, ils avaient peur de nous. Donc, ce qui faisait que c'est ça qui donnait les dents longues. Si vous n'avez pas de jeunes, vous ne formez pas les jeunes. Ils vont passer par où? Aujourd'hui, on peut quitter du quartier pour venir jouer dans une équipe de première division. Il faut commencer à la base. La base, c'est la formation. Donc, il est temps. Si on ne veut pas penser, elle m'a parlé de la NAFOOT où j'ai vu les Vassilous à la télévision, mais je ne sais pas pourquoi ça ne démarre pas encore. Ça démarre. Bon, ça démarre toujours sur les papiers, les gens ils font des choses. Parfois, on ne serait pas en train d'analyser les championnats. Donc, vous savez, si ça avait démarré, on serait venu dans son championnat pour voir s'il peut envoyer des enfants dans leur... Parce que lui, il détecte. Justement, Vassilous Olivier Semer, peut-être c'est la NAFOOT qui prochainement... Ici, vous me direz tout à l'heure le délai que vous fixez au niveau de la NAFOOT, qui pourra représenter peut-être le Cameroun au prochain tournoi de Montaigu. Mais il ne faut pas aller vite en besogne. Je pense que les missions de la NAFOOT sont assez claires à travers ces différentes divisions. Donc pour le moment, l'académie fait partie de la division de la formation du sportif de haut niveau, dans le footballeur de haut niveau. Et à cette division est rattaché le centre de formation de l'académie, proprement dit. Il y a cette division qui, n'est-ce pas, s'occupe aussi des métiers liés, n'est-ce pas, au football, au sport en général, où on va former les journalistes, les kinésithérapeutes, les soigneurs, le management, et tout ça là. Donc il y a, comme dans la prospension, dans le processus de développement, le centre national, les joueurs seront internes, les académiciens seront internes. Donc, il y a une division d'études, il y a une division de logistique, il y a une division de suivi. Bref, pour le moment, tel que c'est conçu dans l'organigramme, il y a 10 régions. Donc, il y a 10 pôles régionaux dans lesquels évoluent 60 jeunes, parmi lesquels 25 garçons, 35 filles, qui ont été retenus pour suivre une formation. Le programme de formation en lui-même a commencé. Ça, je parle à l'endroit de mon frère Dechois pour lui dire effectivement que au lendemain de la mise sur pied effective de la NAFOOT, le directeur général a nommé les chefs de pôle et les chefs de pôle adjoints. Par la suite, il y a eu un séminaire, n'est-ce pas, de formation pour arrimer les différents pôles au programme qui sera un programme unique, un programme de formation dans la politique, n'est-ce pas, que mettra sur pied
l'ANAFOOT. Ensuite, il y a eu une campagne d'enregistrement qui a été lancée sur l'étendue du territoire, qui a abouti à un casting final. Et ceux qui ont été retenus ont commencé depuis le 10 mars, un programme de formation annuelle retenue. Ce programme va s'étaler pendant 6 mois, à l'issue duquel les 10 pôles, n'est-ce pas, il y aura un autre casting pour retenir les 50 meilleurs qui seront internes, qui entreront au centre national de l'académie. Et le processus ne va pas s'arrêter, étant donné que lorsque l'année sera échue, ces jeunes auront grandi d'1 an, eux, ils partiront de cette catégorie pour une autre. Donc, dans un processus de 6 ans de formation, il est clair que on est des joueurs véritablement formés pour le championnat local, pour le professionnalisme et pourquoi pas pour l'international. Maintenant, le souci et les différentes questions que se posent les uns et les autres, est-ce que dans les années à venir, ce ne sera pas les catégories de l'ANAFOOT qui représenteront les équipes nationales en minime, en cadet? Pour le moment, la question ne se pose pas. C'est une institution, un établissement public administratif, n'est-ce pas, bien sur le marché, parce qu'il y a un établissement privé aussi. Lorsqu'on prend le cadre, par exemple. Donc, le fait que la compétition sera rude. Hein. La compétition est rude, je parle encore d'un technicien. Tout ce que nous réclamons chez les techniciens et ce qu'on leur donne, c'est qu'un enfant doit quitter une structure moyenne pour aller vers une structure pilote. Il doit quitter une structure pilote pour aller vers une structure espoir. C'est comme ça qu'il s'agit. Il y a des joueurs en Europe qui appartiennent à des clubs, mais qui se sont fait former à Clairefontaine. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de jouer, ils sont repartis dans les clubs avec des conventions telles que cela se passe. C'est que nous avons du mal au Cameroun, une fois de plus, à comprendre le bien fondé de la mesure sur pied des mouvements. C'est vrai que la plupart des Camerounais auraient souhaité qu'il y ait d'abord les installations avant le lancement, proprement dit, des premiers privés. Bien, on a inversé les rôles, c'est un processus qui est en train de forme. À l'heure actuelle, rassurez-vous, ceux qui sont par exemple au sud-ouest sont mieux lotis parce qu'ils travaillent sur de belles surfaces gazonnées. On espère qu'au littoral, le problème n'est pas seulement le problème de l'apanage de l'ANAFOOT. On parlait de l'organisation des championnats et tout. Vous savez le grand problème, la Ligue 1 et la Ligue 2 ne se jouent pas sur les terrains à Douala en ce moment. On est dans de grands problèmes pour organiser le championnat régional. J'entends dire de certaines oreilles que les clubs iront jouer à KSA ou à Pourtant, il y a des terrains ici comme Kamrai, Tekoukam, centre d'accueil et tout, mais les gens ne veulent pas dépenser de l'argent. On veut simplement que ce soit les présidents du club qui sortent de l'argent pendant qu'ils sont mis en difficulté par la fédération, entre guillemets. Donc, il y a du travail, Parole d'un président de club. Qui comprennent simplement que le processus est en marche. En tant que formateur, je parcours et je sillonne la ville de Douala et de ses environs. Lors du travail que fait Parfum dans l'organisation de ce championnat privé où les jeunes jouent, débrouillez-vous un matin, allez un samedi matin à Bonaloka. Vous allez trouver plus de 15 structures de formation de jeunes permettent à leurs jeunes de jouer au ballon qui sont en train de travailler. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. Et justement, lorsque la formation produit ses fruits, l'idée c'est quoi? La finalité c'est d'attirer à l'équipe nationale. Et quand on arrive à l'équipe nationale, on a besoin d'évoluer dans un environnement serein, sauf qu'au Cameroun ce n'est pas toujours le cas, parce que même la dernière convocation, enfin la dernière liste produite par les Belinga, celle des 23 joueurs pour affronter le Koweït, a fait l'objet de polémiques, pas forcément sur place au Cameroun, mais l'ancien sélectionneur qui a trouvé bon qu'il ne fallait pas se taire et faire des critiques sur les choix d'Alexandre Belinga, et d'ailleurs en affirmant que les petits copains de Samuel Eto'o étaient de retour dans la tanière, et l'ancien capitaine de l'indomptable du Cameroun n'a pas hésité à lui donner sa réponse. C'était juste après la victoire du groupe de Benjamin Moukandjo face au Koweït. On propose sur cet élément de Royal Choumi et on en parlait juste derrière. Excepté lors de la finale de la CAN 2017 où ils se sont rencontrés dans les vestiaires du Cameroun au Gabon, Hugo Broos et Samuel Eto'o n'ont pas souvent fait des apparitions où on les voit ensemble. Il n'y a donc pas de proximité connue entre les deux hommes. Pourtant, chacun a décidé d'appuyer sur la gâchette. Hugo Broos le premier. Dès la publication de la liste des 23 joueurs convoqués par Alexandre Belinga pour le match contre le Koweït, l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables dans une interview accordée au site Plus de Foot a affirmé, je cite,
2017. Les petits copains de Samuel Eto'o sont de retour en sélection. Ça va redevenir olé olé. Par la suite, Hugo Broos a ajouté qu'il peut dire avec certitude que ce n'est pas le coach qui a décidé de les rappeler. Sa sélection a été corrigée. Le technicien belge faisait ensuite allusion au retour dans la tanière des joueurs qui ont été coéquipiers de Samuel Eto'o fils, tels qu'Idriss Carlos Kameni, Alain Niom ou encore Jean Armel Canabique. Indexé par Hugo Broos, Samuel Eto'o était resté silencieux jusqu'à ce dimanche où après la victoire du Cameroun sur le Koweït, il a publié sa réponse à Hugo Broos sur son compte Instagram où on peut lire « Merci de continuer à porter haut et fièrement les couleurs de notre cher et beau pays. Continuez à faire ce que les gagnants doivent faire. Gagner. Nous sommes avec vous. Bravo les Lions. Heureusement que vous n'avez pas été olé olé. Merci mes petits copains. » Une sortie qui pour certains permet à Samuel Eto'o fils de rappeler qu'il a toujours été proche de la sélection nationale malgré l'annonce de son départ. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, une réponse du berger à berger. Et tout de suite, je me tourne vers vous, Just Choupo-Moting. Votre fils Eric Maxime Choupo-Moting est cité parmi les joueurs qui ont accepté de revenir dans la tanière. Les petits copains de Samuel Eto'o, si vous voulez citer, Hugo Broos. Pourquoi on parle du retour d'Eric Maxime Choupo-Moting? Était-il parti? Vous avez-il dit qu'il partait? Il n'est jamais parti. Votre micro. Eric Maxime Choupo-Moting n'est jamais parti de la sélection. Il n'y a pas eu une seule période où il a dit qu'il s'en va, même avant la Coupe d'Afrique des Nations. Il a dit qu'il prenait du recul et qu'il revenait juste après la Coupe pour qu'on se prépare à faire ensemble la qualification pour le mondial. Donc il n'est jamais parti de l'équipe. Je crois que les gens confondent, ou bien les gens voient que quand il vient, s'il ne joue pas, ou bien s'il est blessé, il ne vient pas, ça a donné l'impression aux gens qu'il avait dit qu'il ne jouerait plus. Il n'a jamais dit qu'il ne jouerait plus. Il a été déçu par le coach. Cette déception a été faite par écrit, avant même la CAN, à la FECAFOOT. Il a exprimé son mécontentement oui, son mécontentement. Par écrit. Par écrit. Ce n'est pas ce qui est sorti dans les journaux qu'on appelait, il a demandé les excuses pourquoi il ne vient pas, mais en ce qui concernait Hugo Broos, il l'a fait par écrit, il l'a envoyé à la FECAFOOT. Officiellement, la FECAFOOT n'a pas voulu la publier. Pour éviter des problèmes, j'étais aussi d'accord pour ça parce que ça devait... En tant que son manager. Oui, en tant que son manager, c'était aussi bien pour le Cameroun parce qu'il ne fallait pas que ça aille déstabiliser l'équipe. Et ce n'était pas le rôle. Donc, il n'y avait pas de problème qu'on ne publie pour ça. Mais après, la CAN qu'on a gagnée, nous sommes tous contents, c'est notre pays, c'est tous les Camerounais qui en ont profité. Après la CAN, c'était clair, Hugo Broos savait que c'est lui qu'on reprochait personnellement dans l'équipe. Et bon, que lui vienne aujourd'hui dire que c'est pas... notre coach Belinga qui a fait la liste, peut-être ça prouve que lui-même ne faisait pas sa liste. Puisqu'il connaît comment ça se passe. Ça veut dire que même le petit copain de Samuel Eto'o qui n'a jamais appelé, ce n'est pas lui qui a décidé de ne pas les faire venir. Si on suit sa logique. Et je ne sais pas qui appelle le petit copain de Samuel Eto'o. On ne sait pas pourquoi. S'il n'est plus, il faut qu'il accepte qu'il n'est plus. Il a fait beaucoup pour le Cameroun, il nous a donné une canne. Et il y a des raisons pour lesquelles on a décidé qu'on ne prolonge pas son contrat, qu'il laisse l'équipe travailler en paix. Ceux qui ont accepté de revenir, il n'y a pas que le problème de venir jouer, comme on dit, les gens refusent d'être titulaires. Non. Au niveau de la fédération et au niveau aussi du ministère, on doit voir l'organisation. Beaucoup de joueurs professionnels, quand ils arrivent au Cameroun, ils jouent, c'est des sacrifices. Quand ils jouent, ce n'est pas pour l'argent. Tout l'argent qu'ils touchent, il n'y a pas un joueur professionnel qui joue dans un grand club qui peut dire que tout ce qu'il gagne au mondial ou bien à la CAN atteint son salaire d'un mois. Donc, ce n'est pas pour l'argent. Il faut que les gens sachent ça. Ce n'est pas pour l'argent qu'ils viennent jouer, c'est pour l'amour du pays. Donc il faut aussi que les autorités fassent le nécessaire pour les mettre à l'aise. Ce n'est pas normal qu'on vienne pour jouer, aller faire des compétitions, on se met à l'aéroport, on attend 4 heures de temps pour que des gens qui ne sont même pas des joueurs puissent entrer dans l'avion ou pas entrer dans l'avion. Tout ça, ça gêne. Donc le problème, même le problème de Joël Matip et tout, c'est l'ami de Maxime, je suis l'ami intime à son père, on est tout le temps ensemble, on connaît ce qui se passe. Ce n'est pas seulement une question de foot. Mais est-ce que justement vous ne trahirez peut-être pas un secret parce que vous n'êtes pas son porte-parole, encore moins son agent, mais est-ce qu'il est possible que Joël lui également revienne? Ça, c'est pas à moi de répondre. Je connais la réponse, mais c'est pas à moi de répondre. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Moi, je crois personnellement, ce qui peut faire revenir Joël Matip, c'est si les structures changent. Et pour que les structures changent, il faut qu'il voie lui-même. Il aime toujours le Cameroun. D'après moi, je sais qu'il aime le Cameroun jusqu'à présent, mais vraiment les tracasseries qui se passent dans l'équipe, et puis on n'explique rien. Ça aussi, c'est le grand problème. Le grand problème que mon fils a eu avec Hugo Broos, par exemple,
c'est pas qu'il n'a pas joué, c'est qu'on lui dise pourquoi il ne joue pas. Il y a des gens qui vont vous dire non, l'entraîneur décide comme il veut. Mais si l'entraîneur veut qu'un joueur change, il faut lui dire qu'est-ce qu'il a fait, comment il doit s'améliorer pour avoir la chance de jouer. Mais si vous décidez qu'un joueur qui est vraiment titulaire, qui est bon, que tout le monde connaît, qui a toujours joué avec tous les autres entraîneurs titulaires, que Samuel peut soit là ou n'importe qui ne va plus jouer, il n'y a pas de problème, peut-être c'est possible. L'entraîneur peut avoir ses raisons. Il peut se dire que non, c'est la bagarre qui va maintenant me faire gagner. Ce n'est pas celui qui connaît jouer. Il explique au joueur que non, tu n'es pas assez puissant, tu ne fais pas assez de fautes. C'est pas ça. Il explique au joueur, le joueur comprend, il n'y a pas de problème. Personne ne doit pour jouer titulaire dans l'équipe nationale. Mais moi, je trouve qu'un bon coach doit expliquer à ses joueurs pourquoi ils ne jouent pas. C'est pas venir demander, expliquer comme s'il rendait compte. Il ne rend pas compte. Il met le joueur en confiance pour que le joueur fasse. Tout joueur veut jouer, tous les joueurs veulent jouer. Donc si le joueur sait ce qui l'empêche de jouer, ce qui fait en sorte qu'il ne joue pas, il peut travailler dans ce sens pour revenir jouer. Et ça, c'est ce qui ne s'est jamais passé. Et comme beaucoup de ses camarades, on imagine bien qu'Éric Maxime est très déçu de ce que le Cameroun ne va pas en Coupe du Monde. Oui, ça, il est très déçu. Tout le monde veut aller en Coupe du Monde. Ça aurait été sa deuxième Coupe du Monde. Sa troisième. Sa troisième, puisque après 2010 et 2014. Oui, ça aurait été sa troisième. Il est très déçu. Le Cameroun, c'est son pays. Il aime le Cameroun. Toujours, et il aimera le Cameroun, et il ne regrette jamais d'avoir choisi le Cameroun malgré les problèmes qu'il y a ici. Partout il y a des problèmes, il ne regrette jamais, et il n'a jamais quitté l'équipe nationale du Cameroun, comme on le dit. Ce n'est pas qu'il revient, peut-être on lui donne la confiance de revenir, et moi je salue le travail de ceux qui sont venus appeler, ceux qui n'étaient pas là, et je trouve l'occasion aussi d'expliquer aux gens tout ce qu'on a rappelé. On n'a rappelé personne pour venir jouer dans l'équipe nationale. On a mis les possibilités pour que le coach puisse appeler tout joueur qu'il trouve compétent de revenir. C'est pas sûr que s'il vient, il sera titulaire. C'est pas sûr que même Carlos Kameni sera titulaire. Mais il faudrait que tous ceux qui sont qu'on peut inviter, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose au Cameroun, que le coach qui viendra, que ce soit Alexandre Belinga, s'il reste ou le nouveau, qu'il ait la possibilité d'appeler n'importe quel Camerounais dans ses choix. On ne parle plus jamais de Bani. Non, non, pour moi, qu'on ne parle pas de Bani, moi personnellement, je ne vois pas pourquoi on doit parler de Bani. C'était important la réunion qu'il y a eu en France. On a appelé presque tout le monde. Il y en a qui ont dit que non, ils prennent du recul, ils attendent. Non, ils ont dit qu'ils ne viennent pas. Mon fils est venu, certains sont venus. Donc tout ce qu'on a appelé, ce n'est pas pour venir remplacer ceux qui étaient là, non, c'est pour venir être compétitif, pour qu'il y ait la concurrence et qu'il n'y ait personne qu'on met de côté d'avance alors qu'il pouvait le faire. Et c'est vrai que par Phil King, l'initiative n'est pas mauvaise en ce sens où ça relance la compétition au sein de cette équipe, puisque la concurrence, je veux dire, parce que quand même il y en a qui commençaient déjà à penser un peu qu'ils avaient le titre foncier. Hippolyte, moi je ne comprends pas ce pays ici. On ne peut pas comprendre un pays où quelqu'un croit qu'il est d'office aligné dans une équipe nationale. Non. Quand on dit équipe nationale, c'est une représentativité au sommet. Et cela veut dire que seuls ceux qui sont compétents, forts à leur poste, doivent résider là-bas, le temps qu'ils peuvent rester là, parce que la compétition est permanente. Elle est ouverte. Les titres fonciers font quoi dans une compétition ouverte? Non. Non et non. Et deuxième chose, moi je dis, la professionnalisation. Moi j'ai eu la chance de faire l'école allemande de foot, l'école française, l'école espagnole et un peu l'école italienne de foot à l'école. Cela veut dire quoi? Nulle part là, on vous dit que quand on prend les enfants, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand un enfant qui entre à l'équipe nationale ménine, on vous raconte qu'il est perdu en route. Comment l'enfant... C'est incroyable. S'il a le poste latéral, il doit travailler ce poste, au poste de latéral gauche. Minime, cadet, junior, espoir, sortir à l'équipe A. Et on le suit. C'est la trajectoire. Mais quand on dit que quelqu'un était bon au niveau des minimes, excellent au niveau des cadets, on dit que quand il est au niveau junior, il a disparu. Il y a quelque chose. Il n'y a que... D'accord, malheureusement on arrive... Je vais chuter en disant que la professionnalisation, et ceux qui sont professionnels auront toujours ce problème dans notre équipe. La gestion professionnelle des professionnels est très très complexe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème de mine perdue. Il faut justement considérer leur statut professionnel. Gérer leur statut. Et deuxième chose, la perte de temps. Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. D'accord. Ça va marcher. Merci à vous, Pamphile King, d'être venu. On va également dire merci à Richard Dedion. On rappelle le programme du mini-tournoi. Oui, samedi matin, très tôt, nous commençons par la demi-finale. À 7h, il y a le premier match qui va se jouer parce que le tir au sort se fait ce soir à la dernière réunion technique.
tirage au sort se fait ce soir. Et demain, on aura les premières configurations le matin. Et dans l'après-midi, on va jouer le match de classement et la finale. C'est pour ça que j'attire l'attention et j'appelle tout le public du Cameroun, de Douala, de venir suivre ce tournoi parce que c'est demain le mec. D'accord. Par cette association de vétérans. Merci d'être venu sur le plateau d'Horizon Sport. Merci également à notre consultant, Vassile Olivier Semé. Merci d'être venu. Ça a été un plaisir partagé. Déjà d'être là avec le père de Tchoupo, que nous aimons beaucoup, dont nous souhaitons très rapidement le retour en sélection. Avoir un joueur qui peut jouer 3 postes à la ligne d'attaque, c'est pas donné. Donc c'est un joueur qui nous a émerveillés. Nous souhaitons une longue carrière parce que le Cameroun a encore besoin de lui. Merci à vous, Just Choupo-Moting, d'être venu sur le plateau d'Horizon Sport. Le plaisir est aussi le mien. Merci vraiment à tous ceux qui ont participé et merci de m'avoir invité. Merci aux téléspectateurs aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toutes les équipes techniques autour du réalisateur Emos Fongo qui m'ont accompagné encore ce vendredi soir. Prochain rendez-vous vendredi lorsqu'il sera 21h très exactement. Au revoir.